le département de la Gironde, la ville de Bègles et le CREAC sont heureux de vous retrouver pour ce premier temps de l'IDAC Summer Camp. Je suis Gonel Prudhomme, responsable de emploi et économie de la culture à l'agence culturelle du département de la Gironde. Je vais avoir le plaisir d'animer cette rencontre avec Clément Trapp, chargé de l'information et de la ressource, Alexandre Haddad, responsable administratif et financier. Avant de vous présenter le Summer Camp, je vais laisser la parole à Philippe Sanchez, directeur de l'IDAC, Florence Calton, directrice des affaires culturelles de la ville de Bègles, et Chantal Guillaumont, coordinatrice du chapiteau. Merci Gonel, bonjour à tous, bonjour à tous. Un petit mot très rapide pour dire que depuis quelques semaines seulement, l'équipe de l'IDAC, Gonel et Clémence, dans cette équipe s'attache à déployer ces rencontres avec l'équipe et avec nos partenaires. L'idée c'était effectivement de tous un petit peu marre de tout confiner, pas forcément des festivals, des événements, d'autres manifestations en général, et des collègues, des artistes, des disponibles différents. Donc, très vite, l'idée, ça a été de re-questionner ce qui nous arrive avec la crise sanitaire et les impacts que ça a sur le secteur économique, culturel, de l'emploi, la façon de repenser des modèles, des façons de refaire culture. De la réinventer, je ne sais pas, on demande pas toujours l'organisation sur réinventer, la culture a quand même un travail important déjà. Je suis dans ce joli lieu. Mais je vous laisserai en parler. Néanmoins, on est confronté à l'urgence, entre guillemets, de renouer avec des bonnes pratiques, avec le besoin de renouer, de redéployer des projets. Alors c'est déjà en train de se passer sur le territoire girondin et ailleurs, mais voilà, il y a un besoin impératif de se relancer et de déconfiner les corps, avec les complexités que ça a encore au niveau du contexte national et international, mais aussi de se déconfiner l'esprit quand même, de pouvoir se remettre en mouvement pour se retrouver, puisque pour faire corps social, pour faire culture, tout ne peut pas passer non plus par Netflix ou le numérique, quoi. Même si ce matin nous sommes bien entourés avec l'équipe d'Ask d'ailleurs, puisqu'on a la chance à la fois d'être et en présentiel et en distanciel, c'est un nouveau mot depuis quelques mois qui est rentré dans le langage courant, et ça nous permet de partager plus globalement la réflexion de ce jour. On a 8 rencontres de prévues en tout, donc ça continuera jusqu'au 21 juillet, et on a un nouveau projet de rencontre également en septembre avec nos collègues du département, qu'on espère, Marianne, tu es avec nous, construire probablement en septembre, on verra. Voilà, j'en dis pas plus. Florence, Chantal. Merci Philippe, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui à Chapiteau. Donc très heureux de vous accueillir sur Bègles pour ce premier Summer Camp, et merci à l'IDAC d'avoir pensé à nous pour commencer cette série de travail. Juste un petit mot pour vous dire qu'effectivement la culture prend une nouvelle tournure à Bègles avec l'ouverture de ce lieu Chapiteau, que c'est un lieu qui va être le lieu central en fait de nos activités, non pas le lieu dans lequel tout va se passer, puisqu'effectivement on va continuer à accueillir nos chapiteaux sur l'Esplanade des Terre-Neuve, puisque Bègles en fait développe sa culture autour du cirque de création. On va continuer à jouer à l'espace Jean Vautrin, également à Bègles-Plage, et on a très hâte que le spectacle vivant revienne dans nos murs et dans nos extérieurs. Très hâte de culture en présentiel, de culture vivante, parce que c'est bien pour ça qu'on travaille, et voilà, nous on en a un petit peu marre effectivement des écrans, et on a envie de se retrouver. Voilà, je passe le micro à Chantal. Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir à Chapiteau. Donc c'est un lieu particulier qui a ouvert ses portes juste après le confinement. On a ouvert le 2 juin, c'est très très récent. C'est un lieu qui est pluridisciplinaire, à
forte dominante circassienne, puisqu'on accueille, comme disait Florence, les cirques sur l'esplanade. Là, vous êtes dans l'espace piste, vous êtes installé sur des gradins. L'idée est que l'on puisse accueillir sur cet espace-là des petites formes, que des gens viennent s'y essayer aussi en famille, qu'on accueille des groupes d'enfants en sensibilisation circassienne. Il y a au plafond des barres qui permettent d'installer des agrès, donc on va monter tout ça très très bientôt. Et c'est un lieu qui doit pouvoir accueillir en même temps artistes, habitants, les entreprises qui travaillent aux alentours. On a un espace de convivialité au milieu de l'équipement qui est un espace de restauration pour que les gens se mélangent. Et on a dans la dernière partie un espace plutôt dévolu aux ateliers, puisque l'idée de ce lieu est de bien vivre ensemble, qu'on soit artiste, jeune, vieux, du quartier, pas du quartier, et qu'on vienne voir un spectacle, boire un verre ou tout simplement venir flâner pour boire un livre. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous laisse regagner le public. Nathalie et Chloé vont me rejoindre sur le devant de la scène. Donc, comme l'a dit Philippe, pour remettre du relief dans la rencontre, remettre du volume dans le partage d'idées, parce que finalement on était en 2D pendant quasiment 3 mois du confinement, on en parlait souvent avec Nathalie. L'IDAC a souhaité inviter des acteurs et des actrices culturelles à venir partager leurs réflexions, mais aussi leurs ressentis par rapport à cette crise, à ce vécu et à l'impact qu'il peut avoir sur le secteur artistique et culturel. Plutôt que de mettre les gens autour de la table, le pari pour cet été, ça a été de mettre les gens autour d'un feu de camp symbolique. On vient finalement y jeter les doutes qu'on a pu traverser, les incompréhensions, la sidération que la situation a pu générer, mais aussi des rêves et des idées pour continuer à penser et à agir demain. Comme l'a dit Philippe, 8 thématiques ont été identifiées pour faire débat pendant ce Summer Camp. Celle de ce matin, qui va nous animer pendant quasiment 1h30, tourne autour de l'emploi culturel à l'aune d'une crise économique. De ces échanges vont sûrement émerger des témoignages forts, des paroles marquantes qui vont venir changer notre regard, je l'espère, nous faire faire un pas de côté par rapport à nos postures pour continuer et adapter nos manières de faire avec, de faire ensemble par rapport aux mutations contemporaines. Le dispositif dont Philippe a parlé est assez hybride, lié à des contraintes sanitaires qui s'imposent à toutes et à tous. Donc, en présentiel, des témoins qui vont répondre successivement à 3 questions qui sont affichées derrière vous. Qu'est-ce que la crise a changé à notre quotidien ? Comment vous avez tenté d'y répondre ? Et quelles seraient les idées, les innovations à mettre en place demain, dans 3 mois ou dans 1 an ? En présence aussi, en présentiel, un public complice et un public féru d'entendre les échanges, et aussi en visio des personnes qui sont en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine, voire sur le territoire national, qui peuvent assister à nos échanges. Avec moi aussi à mes côtés, Tiana Castelnau, qui est facilitatrice graphique et qui va donc capturer les pensées, les paroles, l'ambiance de Summer Camp pour en faire une restitution agréable à parcourir. Philippe Sanchez l'a rappelé, la captation vidéo est assurée par Dasquet d'ailleurs. Elle sera retrouvée sur notre site internet et des petites capsules vidéo viendront reprendre l'essentiel de ce qui sera dit ce matin. Enfin, je ponctuerai vos échanges, vos retours de petites ressources qui mettront en avant les productions intellectuelles qui ont été produites ces 3 derniers mois et qui sont à retrouver au centre de ressources de l'IDAC. Le fonctionnement de ce Summer Camp est assez simple. Chaque témoin aura 5 minutes pour répondre aux questions que je vous poserai. On prendra ensuite des questions avec le public complice, le public en présentiel et celui qui est en visio. Je rappelle que ces questions sont adressées plus particulièrement aux témoins, ne sont pas des interpellations directes, on reste dans un esprit, dans un cadre d'échange bienveillant. Et on continuera les débats ensuite tout au long du mois de juillet avec l'ensemble des thématiques. Cette thématique sur l'emploi culturel, vous le savez, à la crise sanitaire, a succédé une crise économique avec, dès le mois d'avril, un taux de chômage qui a augmenté.
On pourrait prendre la question de l'emploi culturel à travers différentes entrées, celle des métiers, celle des compétences et celle de l'insertion professionnelle. Je pense que à travers vos interventions, c'est tout ça qu'on va pouvoir observer, discuter ensemble. Je vais vous présenter quand même pour qu'on sache qui parle. Donc Laetitia Devel, qui est coordinatrice d'UBIC. Alors UBIC, c'est un acronyme pour Université Bordeaux Interculture, centre d'innovation sociétale rattaché à l'Université Bordeaux-Montaigne. À ma gauche, Christina Debout, administratrice de la compagnie Bivouac, qui est assise à côté de Marie Cassi, qui est cofondatrice de la compagnie. À ma droite, j'ai le plaisir aussi d'accueillir Chloé Rouget, qui est coordinatrice de projet d'ingénierie à Pôle Culture et Richesses Humaines, et Nathalie Redan, qui en est sa directrice. Et je remercie à toutes les 5 d'être présentes ce matin. Dans le public, on a aussi des experts professionnels des arts et de la culture qui vont pouvoir prendre la parole et qu'on a eu le plaisir d'inviter. Je pense à Fabienne Signa, qui est administratrice de la compagnie Osso, Marie-Lise Hébert, coordinatrice des projets Sud-Aquitaine pour l'agence LA en Nouvelle-Aquitaine, Odile Sogno, coordinatrice culture et ESS au département de la Gironde, ou encore Marc Dallalonga, délégué régional à l'AFDAS Nouvelle-Aquitaine. Et Xavier Costemal aussi, qui est responsable d'équipe à Pôle emploi, culture et spectacle. Sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de commencer dans nos échanges. Et je vais poser cette première question à Laetitia Devel pour Ubic. Finalement, qu'est-ce que la crise sanitaire a changé à ton quotidien professionnel des arts et de la culture? Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Rapidement, même si Gwenaëlle l'a précisé, pour expliquer d'où je parle. Donc on est un acteur universitaire qui œuvre dans le champ de l'accompagnement du secteur culturel en mobilisant de la ressource universitaire. Donc qu'est-ce que la crise a changé à mon quotidien de professionnel? Comme beaucoup, on a été bien sûr contraint au travail en distanciel, qui est en effet un terme maintenant très utilisé. Moi, j'ai envie de dire que ce temps de crise, de confinement, était une grande expérimentation collective. On a pu, nous, mener notre métier au quotidien à distance via les outils numériques, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc je pense que cette période aussi révélait un peu les inégalités de posture, de traitement, d'emploi, en fonction de là où on se situe dans la structure dans laquelle on est, les choses ne se sont pas passées de la même façon. Donc pour ma part, je considère que en tant qu'employé d'une structure, d'une institution, on était relativement protégés, parce qu'on a pu continuer à travailler, on a pu continuer à toucher notre salaire à la fin du mois, et ça évidemment c'est pas rien. Donc cette expérimentation du distanciel avec les outils numériques, et là pour moi c'est l'enjeu du numérique s'est imposé très fortement avec ce qu'on a pu expérimenter, et ce qui me semble important maintenant c'est un peu d'en tirer les leçons, c'est-à-dire toutes les possibilités que ça a pu offrir, mais en même temps les limites qu'on a pu constater, on y reviendra sûrement après. Puis assez vite, j'ai aussi envie de parler de quand on est arrivé, et ça concerne et à la fois le métier et à la fois le secteur culturel, quand on est arrivé au stade 3 de l'épidémie et qu'il a été donc demandé à ce que tous les lieux non indispensables à la vie du pays soient fermés. Je trouve que là, il y a un vrai sujet. À savoir ce qui est réellement indispensable à la vie du pays, même si c'était bien sûr un contexte sanitaire particulier. Et en tant que professionnelle, je me suis aussi interrogée. Il y avait ces métiers dits indispensables pour l'alimentation, pour le service, qui étaient en première ligne, comme on a entendu. Et puis, on pouvait du coup se demander de la place où on était en tant qu'acteur universitaire, acteur de la culture. On nous renvoyait
est-on réellement indispensable? Donc je trouvais que c'était une période aussi qui questionnait fortement cette question des métiers. Et puis, mais j'ai pas beaucoup de temps, mais je peux pas m'empêcher évidemment de parler de la place de la recherche, parce que nous on travaille au niveau de la recherche qui quand même a occupé une place différente pendant cette crise, notamment avec le comité scientifique et une ouverture quand même aux sciences humaines et sociales, même si elle est encore petite, avec cette idée que pour comprendre ce qui se passe, surtout quand on est dans une situation inédite, on a aussi besoin de cet apport de la recherche croisée pour comprendre et analyser. Et les sciences humaines quand même permettent aussi de travailler ces questions d'acceptabilité, d'usage. Comment est-ce qu'on traverse une période comme ça? Donc nous, on était assez contents de voir qu'il y avait quand même cette ouverture qui se créait. Merci beaucoup Laetitia. À l'endroit d'une compagnie de spectacles vivants, plus particulièrement liée à l'esthétique du cirque, j'imagine que la crise est venue bousculer différemment de Laetitia et de Nathalie et Chloé votre quotidien. Qu'est-ce que ça a changé la crise? Alors, donc on est une compagnie de cirque qui travaille principalement dans l'espace public. On tourne en France, en Europe et à l'international. Et sur l'année 2020, à peu près 50% de nos produits devaient être issus d'une zone hors France. Voilà. Pour un peu resituer, suite à cette crise, on a perdu sur la période de mars à décembre 90% de nos produits. Donc, on a vraiment été touché de plein fouet et on a récupéré uniquement 2% en indemnité d'annulation, donc très très peu. Voilà, donc pour un peu resituer où on en est. Donc les conséquences sur l'équipe en dehors de l'isolement et l'arrêt total des activités puisque les tournées n'a pas eu lieu, il y a eu immédiatement des baisses de salaire pour l'équipe technique et artistique puisqu'en fait nous n'étions pas en mesure de garantir 100% des salaires avec le chômage partiel. Et puis les dates qui n'étaient pas encore complètement finalisées, puisque au mois de mars, dans les arts de la rue, on n'a pas encore finalisé tous les contrats. Donc ces dates-là, il n'y a pas eu d'indemnité, il n'y a pas eu de chômage partiel, puisqu'il n'y a pas de lettre d'annulation. Voilà, donc ça c'était pour les équipes qui sont en tournée. Après, pour l'équipe plus de structuration, on a malheureusement on n'a pas pu en fait prendre 2 personnes qu'on souhaitait prendre, qui ont l'habitude de travailler avec nous, qui s'occupent de la gestion de la tournée, et puis une personne aussi au niveau de la communication. Voilà, au niveau de l'emploi. Et puis, il y a eu aussi tout un volet qui a été mis en arrêt, qui est la recherche et le développement. Donc là, on essaie de faire les choses de façon judicieuse, c'est-à-dire essayer de catégoriser qu'est-ce qui coûtait le plus cher, c'est-à-dire essayer de réduire nos coûts au maximum, mais essayer de conserver, et Marika pourra en parler un petit peu, une activité quand même artistique de recherche. Après, j'ai quand même 2 points positifs à dire par rapport à cette crise. Le premier, c'est que notre lien à différents réseaux a été très important en cette période et au groupement d'employeurs AGEC, voilà, parce qu'on avait besoin d'informations, on avait besoin de se sentir soutenir, de partager, de savoir quoi faire. On a essayé de prendre les choses doucement, de ne pas se précipiter, de faire les bons choix, parce qu'on a besoin de faire les bons choix pour que la structure survive au niveau économique, voilà. Et puis aussi, on a senti, le deuxième point positif, un très fort soutien de nos subventionneurs qui ont été vraiment à l'écoute. Parce que contrairement aux programmateurs où là on les a sentis beaucoup en difficulté comme nous, dans le doute, etc., et où ils n'ont pas été en mesure de nous apporter les indemnités qu'on aurait pu attendre, au niveau des subventionneurs, il y a vraiment eu une écoute qui était importante et des aides qui ont été mises en place, voilà, qui nous ont aidés. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots par rapport... Avant le côté positif, au départ, on a été un peu abasourdis de voir toutes les dates de l'été disparaître, parce que c'est un moment fort vraiment
de rencontre avec le public. C'est une sorte de fête et de réunion voilà, très très importante pour nous. Donc au départ, c'était stupéfiant. Et puis, du coup, de cette situation est née l'envie chez chacun d'entre nous de manière différente. Alors, il y a parce il y a 2 autres fondateurs, Benjamin et Maureen, et puis toute l'équipe artistique des projets. Et pour eux, la nécessité était avant tout de physiquement rester en contact, voilà, avec l'agré, ne pas arrêter cette chose-là. Donc très très vite chez nous. Un machinois s'est installé, tout un système pour pouvoir répéter et rechercher en fait techniquement autour de l'agré. Et puis moi de mon côté, l'envie, et aussi du côté de Maureen, l'envie était de pouvoir toujours, est née des envies d'écriture, plus fort que d'habitude peut-être, parce que confinement, parce que voilà, effectivement, il y avait plus d'échanges avec les autres. Et donc cette nécessité, voilà, de pouvoir l'exprimer. Et puis aussi l'envie peut-être dans ces projets d'écriture de rêver des formes qui soient en échange avec d'autres artistes aussi, peut-être dans des formes peut-être plus pluridisciplinaires. Donc imaginez, voilà, on est rentré en contact avec un performeur américain qui travaille de manière cinématographique. Et l'idée, c'était de pouvoir proposer un format cinématographique et circassien cet été. Voilà. Donc ça, cette chose-là est née aussi avec cette histoire de coronavirus. Et donc des formes différentes, des projets d'écriture aussi. Voilà, est née aussi l'envie de... Enfin, il y avait un projet d'écriture autour de témoignages. Et le coronavirus a accéléré cette chose-là, avec la naissance de la création d'Edal à l'écriture qui sortira l'année prochaine. Et ensuite, en même temps, donc avec toutes ces formes nouvelles, toutes ces envies nouvelles, on se disait aussi, c'était important de se dire, mais enfin, voilà, il y a toutes ces belles choses qui sont en gestation et qui n'auraient peut-être pas existé avec cette crise-là. Et en même temps, nous devons poursuivre notre cœur d'ouvrage, j'allais dire, notre cœur de recherche autour du cirque, de la recherche scientifique et de ces scénographies expérimentales. Voilà, et ne pas faire ne pas dénaturer son travail artistique, sa recherche artistique. Et puis enfin aussi, de manière peut-être plus personnelle, mais j'en parle quand même parce que ça a vraiment on a pu expérimenter la nécessité d'être avec les autres. Chaque soir, on rejoignait nos voisins autour de la musique, autour de petites formes comme ça, échanger les uns avec les autres. Et ce que je peux en constater aujourd'hui, donc à ce moment-là, nous étions en résidence, les gens ne communiquaient pas forcément ensemble, ne se parlaient pas, on ne connaissait pas nos voisins. Et ça a complètement, le fait de se retrouver tous les soirs sur cette place autour de l'art, entre guillemets, puisque la musique nous rassemblait, on dansait ensemble à bonne distance, mais enfin on était dans cette chose-là. Je me suis dit, mais oui, en fait, c'est vraiment, l'art est au cœur, c'est indispensable, quoi. C'est pas qu'une question, c'est pas juste quelque chose comme ça à côté, c'est nécessaire dans la vie de la cité. C'est quelque chose qu'on doit défendre, et qu'on doit défendre et qu'on doit poursuivre. Et voilà, ça c'était très très fort de le vivre, je veux dire concrètement. Voilà, aujourd'hui, cette chose-là, ce rassemblement entre guillemets artistique qui était informel mais qui existait, nous fait on achète ensemble la nourriture, on commande à des producteurs, tout un tas de choses qui vraiment n'existaient pas sur une résidence comme ça de 200 appartements. Donc c'est magique de se dire que cette chose-là est possible. Voilà. Merci beaucoup Marika pour ce premier témoignage. Je vais me tourner vers Chloé et Nathalie. Comment au niveau de cours, mais aussi de l'AGEC, Marika l'a mentionné, c'est vrai que les groupements d'employeurs ont eu un très fort rôle pendant cette crise. Qu'est-ce que ça a changé à votre quotidien ? Alors, c'est pas aussi spectaculaire que ce qu'explique Marika. Je pense que nous, au niveau, effectivement, donc on a une activité à la fois d'emploi partagé, donc Christine en a parlé, donc de l'AGEC, mais aussi une activité de formation et de conseil, et une activité plus sur la partie de réflexion, de recherche et développement sur la partie emploi culturel. Alors moi, je dirais que
tout et rien à différents endroits. Tout parce que ce qui nous motive au quotidien d'accompagner nos adhérents, les acteurs, c'est la rencontre humaine, la rencontre artistique. Donc là, effectivement, tout a été d'abord brutalement en pause, et puis après, des formes différentes ont été recherchées par les uns et les autres. Mais c'est vrai que quand je pense au quotidien, pour moi, tout a changé au quotidien par rapport à cette mise en pause de la rencontre liée à l'objet artistique. Enfin, voilà. Donc ça, c'est dans notre quotidien. Et après, je dirais rien aussi, parce que dans la façon dont on a de travailler avec nos adhérents, l'ensemble des personnes qui nous entourent, il y a une quarantaine de salariés. On était déjà avant cette crise sanitaire dans une organisation de distanciel. Alors on n'appelait pas de cette façon-là, de télétravail, d'organisation et du travail sur des moments présentiels et distanciels. Enfin, c'est déjà dans nos habitudes. À la fois la façon de s'organiser, la façon de rythmer notre travail. Donc il est vrai qu'on a pu bien approfondir évidemment certaines choses, se doter de nouveaux outils, mais on était déjà dans une dynamique de ce point de vue-là en mettant à disposition une veille sur des outils numériques. Enfin voilà, donc le mouvement, il a été approfondi. On l'a peut-être mis plus à disposition des personnes qui nous entourent, mais voilà, on a approfondi ce qui était déjà là. Okay. Merci beaucoup. Peut-être au niveau, je ne sais pas si je me permets une première question, mais au niveau des adhérents des groupements d'employeurs, est-ce que vous avez des premiers chiffres? Est-ce que vous avez eu le temps de faire un peu le bilan? Enfin voilà, des éléments au nom des adhérents des deux groupements d'employeurs? Alors, non, des bilans, non. Après, pour comprendre un peu la mécanique, je ne sais pas si je rentre dans ce détail, mais on a, donc, sur l'emploi partagé, on a pu mettre en place ce qui a été l'activité partielle. On a servi, je crois, aussi à notre endroit de sécurisation sur ces questions-là, sur l'information. Et on a ce qu'on appelle... Est-ce que ça marche là? C'est bon? Les aléas. Est-ce que je recommence depuis le début? Donc oui, sur la mécanique de l'emploi partagé et cette question d'activité partielle. Donc au départ, dans les premiers jours qui sont arrivés, on a été un peu sollicité par tout à chacun pour savoir qu'est-ce que c'est cette question de chômage technique, chômage partiel, activité partielle. Bon, déjà c'est la même chose. Enfin bon, on a beaucoup informé, aiguillé et surtout réfléchi avec les uns et les autres pour se dire à quoi il sert cet outil-là. C'est un outil qui est très peu utilisé dans le secteur culturel et donc on a pu réfléchir avec chacun selon la typologie des structures, selon si elles sont vraiment dans le cas d'une baisse d'activité et comment cette activité va baisser. Alors là, effectivement, on a des premiers chiffres et bilans. Au départ, nous, on a fait, par exemple, sur la quarantaine de salariés, fait une demande de 50% d'activité partielle. Finalement, on n'est que sur 15%. Là, c'est une moyenne. Donc, ça revêt, évidemment, comme toute moyenne, il y a des situations qui sont très différentes. Mais on a vu que la question de l'outil groupement d'employeurs avait servi, entre grands guillemets, mais d'amortisseur à cette question. Pourquoi ? Non pas qu'on a été plus fort que les autres, et parce que d'abord ce sont les acteurs qui ont œuvré dans le fait d'être réactifs, d'inventer, mais c'est que nous, à l'intérieur, on a pu finalement répondre à des demandes de plus fortes besoins de compétences sur telle structure, et donc augmenter le temps pour une structure. Et puis, au contraire, au fur et à mesure des mois, des semaines et des mois, de se dire, là, sur tel autre, il va y avoir un resserrement. Et bon, voilà, on commence déjà à répondre à la deuxième question. Voilà.
Merci beaucoup Nathalie. Alors, avant de laisser la parole au public complice, soit pour rebondir ou soit partager une expérience ou quelques données que vous avez, juste mettre en avant une ressource qui est l'étude qui a été publiée par Opal, l'impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur les associations culturelles employeuses, pour rebondir sur ce que tu disais. Et dans cette étude, il a indiqué, je suis désolé, je n'ai pas appris par cœur, mais ce sont plusieurs centaines de milliers d'emplois, bien souvent à durée déterminée. Là, c'est un type de contrat précis et à temps partiel. Là aussi, une autre caractéristique qui dépendent des associations culturelles employeuses qui sont directement menacées par la crise. Et une étude du département études et prospectives statistiques qui est sortie dernièrement disait que 50% des postes des secteurs les plus touchés, spectacles vivants, édition musicale, galerie, étaient impactés par la crise. Donc ça dresse un tableau qui certes n'est pas très joyeux, mais qui permet quand même de poser des chiffres et des constats pour pouvoir y répondre par la suite. Voilà pour ces deux ressources. Alors, dans le public complice, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Fabienne Signa, donc Alexandre va te donner un micro, essuyer, etc. Je t'en prie. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Fabienne Signa, l'administratrice du collectif OSSO. Il y a une chose qui a été très quotidiennement un souci pour nous pendant toute la crise, c'est l'intermittence. Je pense qu'on ne peut pas parler d'emploi culturel si on ne parle pas d'intermittence, puisque c'est le centre de tout. Et que s'il y a une menace par rapport à ça, je crois qu'il n'y a plus grand monde qui va être par là. Donc nous, notre quotidien, ça a été d'abord, oui, effectivement la sidération, mais surtout très vite, comment les gens, techniciens et artistes, vont pouvoir renouveler leurs heures. Donc on a essayé de participer à tout ce qui était possible. Et donc il y a eu une mobilisation sans précédent, alors sans précédent parce que tout à distance. Mais ça nous a pris beaucoup de temps et beaucoup de stress et beaucoup de choses à rédiger pour arriver enfin le 6 mai à entendre l'année blanche. Très concrètement, j'ai eu beaucoup de temps, beaucoup de travail. Comment ça s'est concrétisé? C'était des visios tous les jours? C'était des rapports? Comment ça s'est passé? C'était des visios très souvent. Moi, j'ai participé à tout ce que j'ai pu à distance pour porter cette parole, puisque quand même, pendant au moins un mois, il n'a pas été beaucoup question de ça dans tout ce qu'on a entendu. Donc beaucoup de textes, beaucoup de téléphones, beaucoup de visios, beaucoup de choses comme ça. Et beaucoup de décrets. Je pense que Christina a dû faire ça aussi, décortiquer des décrets, de je ne sais combien de pages toute la période. Donc je pense que pour les administrateurs et administratrices des compagnies, je pense que le quotidien s'est transformé quand même la plupart du temps en un petit enfer. Et je voudrais juste rajouter que les nouvelles données sur l'intermittence et la date anniversaire ramenée au 31 août 2021, pour l'instant est une vraie source de mystère pour nous. Des questionnements. Oui, okay. De questionnements. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Alors on pourrait rentrer effectivement dans un débat très technique sur la question de l'intermittence, mais les choses sont tellement en train de bouger. En tout cas, cette posture vraiment de militantisme, d'être au front, dont tu fais part, Fabienne, et qui est effectivement intéressante à entendre. Et ce travail des administrateurs, des administratrices, à l'IDAC, on a pu en discuter. On travaille notamment avec Edith Coupeau, et qui me faisait part de cette solidarité qu'il y a pu y avoir entre des groupes d'administrateurs. Et c'est aussi intéressant, cette mutualisation des connaissances, des savoirs, et comment informellement les choses s'organisent pour faire circuler l'information et que chacun lise un décret après l'autre et pas une seule personne tous les décrets. Sauf si c'est la passion des administrateurs, mais je ne crois pas. Odile Sogno du département de la Gironde, et ensuite Marc. Bonjour. Oui, c'est pour rebondir sur ce que disait Fabienne et puis les témoignages. Moi, je trouve que pendant cette période, alors nous aussi, en département, comme beaucoup, on s'est adapté au télétravail, la sidération, et puis très vite, il a fallu être en réactivité.
Moi, ce qui me reste de tout ça aussi, et par rapport à ce qui a été évoqué, c'est la question de l'incertitude. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une période où il y a eu très vite, voilà, tout le monde s'est mis en ordre de marche pour essayer de trouver des solutions, mais il me semble que la question de l'incertitude qui restait pendant la crise et qui, voilà, par rapport à l'intermittence, on a vu que c'était au quotidien de ne pas savoir ce qui allait se passer, au quotidien de ne pas savoir, ne pas avoir de réponse, de ne pas avoir d'indications précises. Et il me semble que cette question de l'incertitude, elle reste. C'est-à-dire qu'on avance, on a tous des propositions innovantes, on a tous inventé des choses, de la nouvelle créativité, peut-être des nouvelles pistes de créativité, mais il me semble que l'incertitude, elle reste permanente. Et je ne sais pas si on va en sortir tout de suite et voir est-ce que c'est pas finalement quelque chose qui va rester longtemps. C'est-à-dire que même là, pour la rentrée, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On se projette, les compagnies se projettent avec des programmes de diffusion, de réouverture de salles, mais au final, est-ce qu'on est sûr de ce qui va se passer à partir de septembre jusqu'à la fin de l'année, voire en 2021 ? Et il me semble que c'est une donnée qui, alors est-ce qu'elle fragilise ou est-ce que quelque part elle permet de réfléchir aux questions qui vont venir après, mais il me semble que cette question reste importante, la question de l'incertitude des mois à venir, mais même pas que, peut-être des années à venir, c'est-à-dire que ce type de crise-là qui a été violente et peut-être un peu nouvelle, inédite, est-ce que c'est pas quelque chose qui va se reproduire ? Est-ce qu'on va être préparé ? Est-ce qu'on va avoir trouvé des solutions pour rééviter les difficultés dans lesquelles on a été. Et vraiment, je rejoins, moi, ce qui a été dit par Fabienne, c'est-à-dire que l'incertitude sur l'intermittence, c'était les oubliés, même au départ, pendant un mois, il n'y avait aucune réponse sur la question des... 2 mois, ouais, plus, enfin... Et puis aujourd'hui, les décrets sont ou illisibles, ou pas vraiment sortis, quoi. On n'a pas de... Donc ça reste incertain. Effectivement, en économie, l'incertitude est le pire finalement des facteurs, notamment quand on veut employer quelqu'un. Vous en parliez tout à l'heure, 2 emplois qui étaient prévus, qui n'ont pas pu être mis en place. Est-ce qu'ils vont pouvoir l'être ? Quel type de risque aussi les employeurs vont prendre par rapport à ça ? Ça, c'est la grande inconnue. Et il y a des modèles peut-être économiques qui doivent bouger, ou certains modèles économiques comme les groupements d'employeurs qui sont en capacité d'absorber plus rapidement l'incertitude. Christina, tu voulais... Non, Marc, pardon. Alors, on va donner la parole à Marc Dallalonga, donc délégué régional AFDAS. Je ne crois pas qu'il y ait encore des questions en ligne. N'hésitez pas à en poser ou alors à partager des expériences. Clémence Rabre viendra les relayer. Une remarque complémentaire à ce qu'a pu dire Odile. Effectivement, il y a de l'incertitude, mais la situation est inédite, comme tu l'as dit. Donc la remarque répondait un peu à cette inquiétude, ou en tout cas nous permettait de la comprendre. Et au-delà de cette incertitude, moi, ce que je retiens, c'est certes, il y a eu des inquiétudes sur l'intermittence, mais on a quand même l'intermittence. Moi, j'ai discuté avec pas mal d'artistes qui travaillent avec l'étranger. Ils sont très jaloux quand même de notre intermittence. Donc il y a aussi une dimension positive qu'il ne faut pas oublier par rapport à ça, même si il a fallu à l'État de réagir rapidement pour pouvoir ajuster l'intermittence à cette situation inédite. On a quand même ça. L'activité partielle, on en a parlé. Moi, je connais des compagnies de cirque en Allemagne. Ils n'ont pas l'activité partielle. Ils ne sont pas dans la même situation pour leurs salariés. Donc, il y a quand même des éléments en France d'adaptation à cette crise qui sont aussi positifs. Donc, on peut les regarder par rapport à l'inquiétude que ça suscite, mais il faut aussi les regarder par rapport à ça. Et je rejoins aussi Odile sur l'accompagnement qui a été mis en place. Je trouve que les agences régionales, l'agence départementale ici de la Gironde et d'autres opérateurs se sont quand même adaptés et ont essayé de trouver des solutions alors qu'ils sont imparfaites et qui sont en ajustement permanent parce qu'on n'est pas sorti de la crise. Si je parle au nom de ma propre institution, on a adapté les conditions d'accès à la formation pour les intermittents. Les intermittents ont accès aux formations dans le cadre de l'activité partielle, des formations qui sont prises en charge à 100%. On a mis en place des appuis conseils qu'on appelle rebondir, vraiment liés à cette situation pour dire aux compagnies, aux acteurs culturels, essayez de réfléchir à votre nouveau modèle. Est-ce qu'il y a des choses à adapter aussi pour repartir en fonction des nouvelles règles de distanciation, etc. Donc il y a quand même des leviers pour accompagner cette reprise, mais le chemin se fait en parallèle entre les institutions et les opérateurs culturels, parce qu'effectivement, dans une phase un peu d'incertitude, mais incertitude accompagnée.
Merci beaucoup Marc. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui, je vous en prie. Donc je veux bien que vous vous présentiez. Merci. Ah, on m'entend? Ça marche ou pas? Oui, c'est bon. Je m'appelle Clémentine. Alors je suis encore étudiante. Je m'apprêtais à reprendre des études pour m'insérer dans la médiation culturelle. Mais c'est vrai qu'il se trouve que ce confinement, il m'a fait me poser beaucoup de questions quant à l'avenir et au devenir du secteur de la médiation culturelle. Je me dis, comme vous l'avez dit, il y a toutes sortes de dispositifs qui ont été mis en place, en distanciel, sur l'ordinateur, voilà, toute cette phase numérique, on va dire. Et je me dis, est-ce que dans les années à venir, ce côté numérique et très médiatique va finir par prendre le pas sur le modèle qu'on connaissait jusqu'à maintenant, qui était très humain, très au contact du public, etc. Et c'est une question que je me pose pour mes formations notamment. Merci beaucoup pour cette question, alors qui anticipe les deux thématiques du Summer Camp qui seront dédiées à la médiation demain et jeudi. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite répondre par rapport à ça. Je sais qu'il y a des médiateurs du cinéma au sein du groupement d'employeurs avec Enco. Est-ce que, je ne sais pas... Oui, il y a eu un arrêt, effectivement, et un arrêt brutal de ces questions de médiation, mais très vite aussi une réflexion s'est entamée pour se dire, oui, la rencontre humaine, j'en parlais tout à l'heure, elle est essentielle à cette question de médiation, mais le numérique va nécessairement le traverser. Je vois, on a un groupe de salariés, de personnes qui sont sur de la médiation à la fois dans des cinémas, dans le spectacle vivant ou dans le patrimoine, mais elles en ont profité pendant ce temps pour se pencher sur la question de la relation publique, qu'elle passe par la question du numérique ou par d'autres questions, et de pouvoir se dire qu'il y a un vrai enjeu à ce que la médiation soit encore plus centrale dans les mois qui vont venir ou dans l'année. Il y a une façon, en tous les cas, ces personnes ont réfléchi à la façon dont elles pouvaient investir vraiment un territoire, comment elles pouvaient faire lien aussi, sont médiateurs ou médiatrices d'un cinéma, mais comment on peut faire lien avec une école de musique, comment on peut faire lien avec une compagnie de théâtre, et que cette question de médiation, peut-être elle s'inscrit de façon différente dans sa relation publique, mais on en a encore plus besoin, elle est encore plus vitale. Voilà. Merci beaucoup Nathalie. Et effectivement, là c'est une question métier transdisciplinaire qui va se poser sur les prochains mois. Moi qui observe de temps en temps les offres d'emploi, assez régulièrement, il y a quand même pas mal de postes de responsables des publics qui sont en train de sortir pour repenser, non pas forcément la médiation, mais la stratégie de rapport au public, que ça soit dans un musée, le rapport à l'œuvre d'art, mais on est au-delà de ça, on est aussi le rapport de médiation par rapport au territoire, par rapport au public qui l'habite. Et là, je crois qu'il y a une vraie appétence des structures culturelles à repenser ces stratégies-là. J'ajoute, et puis j'imagine c'est ce qui va être abordé pendant cette partie de Summer Camp qui sera dédiée à la médiation, c'est que le numérique, là, on l'a utilisé comme un outil. Ça venait soit... nous, c'est un outil du quotidien, mais c'est vrai que là, le numérique, il est interrogé bien au-delà de la question de l'outil. Mais je pense que c'est ce qui sera abordé. Voilà. Et pour finir sa première salve de questions, donc Pierre Plancheneau qui en visio nous dit encore plus oublié que les intermittents, les photographes de spectacle, quid effectivement des questions des professions annexes, celles qu'on ne voit pas et qui ne sont pas protégées par l'intermittence ou d'autres types de contrats sécurisants. On ne peut pas forcément répondre à cette question, mais en tout cas, merci beaucoup pour cette intervention et puis d'avoir parlé de ça. Rajouter un mot, rebondir sur ce que disait Fabienne. Je voulais saluer en fait les équipes artistiques et techniques parce que je trouve que dans cette période d'incertitude, que de problèmes techniques. Oui, je disais que... Est-ce que ça fonctionne? Oui. Je sais que je voulais saluer les équipes techniques et artistiques parce que je trouve que dans cette période d'incertitude, ils ont pu énormément attendre, que nous, administrateurs, on passe du temps à comprendre, à savoir quelles étaient les bonnes décisions. Ils ont fait preuve d'énormément de patience, de bienveillance. Ils ont été à l'écoute. Et puis même aujourd'hui, je trouve que le lien est fort avec les équipes.
ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin qu'on explique encore aujourd'hui qu'est-ce qui va être possible, qu'est-ce qui ne va pas être possible. Et je trouve que, en tout cas, nous, on a été vraiment contents de voir à quel point ils étaient bienveillants et patients. Voilà, parce qu'ils sont vraiment impactés au niveau de leur salaire et leur quotidien en est impacté voilà, tous les jours. C'est une juste transition pour la seconde question, hein, comment on tente de répondre à la crise. Tu as mentionné un élément qui est important, qui est plus de savoir-être, mais l'écoute, en tout cas l'attention portée entre chacun. Oui. Est-ce que tu veux apporter d'autres éléments, ou Marika, pour la compagnie Bivouac? Moi, je vais parler plutôt des aspects techniques de gestion. Donc, une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que comme on est une compagnie d'art de la rue, en fait, on doit survivre avec notre trésorerie, non pas jusqu'à septembre de cette année, mais jusqu'à mai 2021, ce qui complique beaucoup les choses, puisqu'on a peu de revenus, en fait, jusqu'à mai 2021. Donc, notre urgence, ça a été de survivre. Enfin, en tant que structure. Et donc pour survivre, on s'est dit on va réduire les coûts et essayer de chercher des produits. C'est les seules solutions. Donc au niveau des réductions de coûts, on a essayé tout ce qui existait. Hein, donc on a utilisé tous les outils à notre disposition, donc le chômage partiel, les reports de charges, les reports de mensualité de prêt, les reports de mensualité d'assurance, voilà tout. Et puis au niveau des produits, bien sûr, il y a les aides qui se sont mises en place. Donc on a demandé l'aide du CG33, l'aide de la région, l'aide de la ville de Bordeaux, voilà, sur lequel on compte énormément vu la situation de la compagnie. Et puis on a là depuis peu, Marika pourra en parler un petit peu, quelques opportunités de diffusion à l'automne, sur lesquels on a essayé de se positionner et qui vont se concrétiser normalement, même si tout reste incertain. Voilà. Et puis, il y a 2 points qui sont importants pour nous, c'est comment retrouver de la visibilité. Donc, on se pose des questions sur les offs. Pour nous, la visibilité à Circa, là, à l'automne, va être très importante. Et puis, on a eu l'opportunité avec l'OHARA de pouvoir avoir un moment de visibilité chez eux au mois de mars, avec possibilité de faire une vidéo intégrale de notre spectacle Perception. Voilà. Et puis, essayer aussi d'avoir une relation avec les programmateurs où ils nous permettent de répéter un peu en amont des dates, parce que là, la période sans activité est très longue. Donc au printemps de l'année prochaine, par exemple, ou même là à l'automne, on a besoin d'avoir une demi-journée de plus ou une journée de plus pour pouvoir proposer un spectacle de qualité. Et on espère que les lieux vont être en écoute pour nous permettre ça, parce que si on le fait en dehors des dates de diffusion, ça va être encore un coût. Et que bien sûr, comme je disais au début, on essaie de réduire nos coûts. Voilà, je ne sais pas ce que tu veux dire par rapport peut-être à la diffusion à l'automne et au fait qu'on a développé des petites formes, peut-être tu en as déjà un peu parlé. Oui, moi je voudrais redire qu'on a eu vraiment un soutien au niveau des partenaires et puis de tout le réseau qui s'est franchement mobilisé et c'était précieux voilà, dans cette période incertaine. Une solidarité, oui, régionale aussi, ouais, tout à fait. La diffusion, eh bien oui, il y a quelques dates en perspective au mois de septembre, au mois d'octobre, mais toujours sur fond on ne sait pas en fait, parce que il y a même on est censé partir en Espagne jouer, et je crois que dans certaines régions ils reconfinent, donc voilà, tout ça on est vraiment dans un contexte particulier. Par rapport aux projets, oui, des nouveaux projets. Ce qu'on appelle, alors c'était déjà en gestation avant le coronavirus, mais ça a sans doute accéléré les choses, ce qu'on appelle les performances immersives. Donc cette chose-là. Et puis ce que je voulais dire par rapport au numérique, voilà. Je pense qu'effectivement, le numérique a été très présent et le sera de plus en plus à l'avenir. Et d'ailleurs, nous, pour rester les artistes en lien les uns avec les autres, on avait tendance à se filmer
et à faire des bouts à bout entre nous, de créer comme des formes numériques en mouvement. Voilà. Donc ça, c'était très stimulant et passionnant à faire. Néanmoins, je pense que cette question en fait, pendant le confinement, la question du mouvement, enfin chez moi c'était très fort, est vraiment devenue... c'était nécessaire aussi ça a redéfini un petit peu notre façon de vivre notre espace intérieur et notre manière de bouger à l'intérieur de chez nous. Et ça a aussi modifié nos perspectives, nos visions, nos projections physiques et spatio-temporelles, entre guillemets, à l'extérieur. Et du coup, cette chose-là, pour moi, il y a vraiment une nécessité, au-delà du numérique, de bouger dans l'espace, d'ouvrir, de sortir et d'être en mouvement. Enfin, cette question du mouvement qui est dans le cirque très présente devenait fondamentale. Je pense que tout le monde a pu l'expérimenter chez soi, même des gens qui ne pratiquent pas, cette envie de bouger, de sortir, d'aller vers l'autre, même si c'est à une distance. Voilà, donc pour moi, même si cette question du numérique, le numérique va être présent, on ne pourra néanmoins pas empêcher les hommes de bouger, de se rencontrer et d'être en permanence entre le dedans et le dehors. Enfin, cette question-là du dehors, elle était, je veux dire, c'était le temps qu'on avait était indispensable. Voilà. Merci beaucoup, Marika. Ce mouvement dans l'espace physique, l'espace numérique, comment tout ça se joue, c'est vrai que c'est des questions qui sont essentielles. Je me tourne vers Chloé et Nathalie. De votre côté, comment vous avez tenté de répondre à cette situation inédite ? Comment on a tenté ? Eh bien, on a déjà commencé à l'esquisser. C'est vrai qu'on a essayé, on a tenté d'être à l'écoute de chacun dans la façon dont la situation évoluait. Donc tout à l'heure, j'ai parlé des premiers jours, des premières semaines où on a organisé la question du télétravail qui était déjà là, et puis après de ces questions d'activité partielle. Et puis aussi très vite, on a été à l'écoute de comment, enfin vous en avez parlé au niveau de la compagnie Bivouac, c'est comment on se réorganise, comment l'organisation en interne de l'emploi, des postes, des métiers se repositionne pour passer ce cap. Et donc pour nous le socle, et puis on a parlé également de la question de faire groupe sur, donc nous on a ce qu'on appelle au sein de notre organisation des groupes métiers. Donc il y a eu un groupe métier médiation donc, qui a réfléchi sur cette question du rapport à la médiation dans ce contexte. Un groupe métier sur la question de la gestion sociale, de l'administration, du décodage de ces décrets. Donc on a mis notre pierre aussi dans cette question-là, à savoir que l'ensemble des salariés qui étaient concernés par ces questions et plus largement se sont réunis de façon très régulière, alors en visio, et ont chacun décodé. Alors on n'a pas fait de vidéo et c'était un autre type de mouvement, mais chacun a pris des morceaux ou des décrets et venait mettre en commun, et pendant ces réunions venait mettre le commun et de se dire bon voilà, évidemment on est aidé, on est appuyé par des expertises qui les entourent, mais voilà, c'était de la mise en commun. Donc tout ce qui a été là mis en œuvre, bien c'est une question d'accompagnement des richesses humaines, comme nous on l'aime à le rappeler, c'est-à-dire l'écoute de comment on accompagne sur le fait de profiter de ce temps-là pour approfondir ensemble des compétences communes, des compétences professionnelles dont ont besoin les artistes. Voilà, nous on est dans cet endroit-là de porter un regard sur la question de l'organisation, à la fois d'un point de vue d'une compagnie, d'un réseau, d'une structure culturelle, mais aussi d'un point de vue individuel, parce que moi je l'ai vécu, pour avoir fait, parfois on trouvait des moyens, ça c'est aussi quelque chose qui a traversé notre quotidien, se retrouver des fois à faire des entretiens, alors c'était pas un souhait, mais c'était une adaptation de 30 minutes en visio de 12 salariés d'affilée. Et on faisait ça pendant 2-3 jours pour être sûr d'avoir tout le monde à un temps assez court. Et puis on se partageait aussi le travail avec l'équipe pour se dire comment ça va pour toi dans le fait de travailler
On a des personnes qui ont démarré leur contrat pendant le confinement, d'autres qui venaient le démarrer et se retrouvent seuls, je sais pas, en milieu rural ou urbain, mais c'est la solitude aussi et comment nous on accompagne aussi dans ce travail-là, sur comment je vis mon rapport au travail, comment je me projette, alors avec le caractère de l'incertitude, mais qui est déjà quelque chose d'assez présent dans ce secteur, mais qui là est amplifié à une échelle beaucoup plus importante. Et donc comment nous on accompagne sur des questions de formation, concrètement, sur des questions de mise en commun de compétences. Voilà, c'est une des... Chloé, est-ce que tu veux ponctuer les choses? Non, alors moi je parlerai plus à la troisième question des innovations et des dispositifs qu'on a mis en place au niveau de l'expérimentation. Mais tout ce que je peux dire, c'est que pendant cette période de confinement, ça a été riche aussi en réflexion autour de l'expérimentation par rapport à des besoins d'accompagnement, ce que disait Nathalie. Et donc ça nous a permis de relancer un dispositif qui s'appelle le dispositif de transfert de savoir-faire. Je détaillerai tout à l'heure. Voilà, en rajoutant cette thématique autour de la reprise post-déconfinement et aussi autour d'une étude menée en partenariat avec le département sur les écoles de musique qu'on a, on a rajouté travailler sur les besoins aussi des écoles de musique dans ce contexte de Covid, quoi. Voilà. On pourra donner la parole à Sophie Dagil qui est présente si elle veut la prendre sur cette question effectivement des écoles de musique. J'ai entendu des mots de commun, d'organisation, d'accompagnement qui est revenu effectivement dans les mots de Magdala Longa. On en a parlé aussi à travers des réunions régulières avec le groupe culture et ESS de la CRES Nouvelle-Aquitaine, avec l'IFED via le support du dispositif local d'accompagnement. Stéphanie Maupilet ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais en tout cas je sais qu'elle a essayé de mettre en commun aussi. Et c'est cette question de comment on fait vivre le commun derrière et comment est-ce qu'il s'entretient, qu'il a une vraie réflexion et qui fait jour encore plus aujourd'hui. Avant de laisser la parole au public complice et puis aux personnes qui sont aussi en visio, Laetitia, même question que aux 4 précédentes personnes. Comment de ton côté tu as tenté de répondre à cette situation inédite ou comment Ubique en tout cas a tenté de répondre à cette situation? Alors, pour avancer sur un élément, puisqu'il y a plusieurs choses, en tout cas, nous, notre façon de répondre à cette situation inédite, donc on était un peu comme tout le monde, en observation, sidération dans un premier temps. Et puis, donc, en fait, on a proposé et on a déposé un projet de recherche-action parce qu'il nous semblait important... pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc il y avait cette question de qu'est-ce qui est indispensable et je pense que cette crise aussi, elle renforce encore l'idée que la culture doit toujours revendiquer son rôle et sa fonction dans notre société, puis vous en parliez très bien. Et nous, lorsqu'on a vu passer des appels à projets de recherche, que ce soit au niveau national ou régional, parce que la région a lancé également quelque chose. Alors, ce qui sur la forme a fait un petit peu débat aussi, puisqu'on était sur des appels à projets dits flash, et avec un monde de la recherche qui revendiquait assez justement le temps long de la recherche et qu'on ne peut pas demander des réponses flash à des situations inédites, mais qu'il faut aussi pouvoir permettre ce temps long. Donc nous, concrètement, quand on a regardé un petit peu les réponses, on n'a pas vu grand-chose sur le champ de la culture, qui était pourtant un secteur fortement questionné et impacté. Donc on a fait cette proposition d'un projet de recherche-action qui associe une équipe pluridisciplinaire, sociologues, géographes, sciences de l'information et de la communication, et des professionnels, autant artistes que équipes et structures culturelles, pour pouvoir observer tout ce qui s'est passé pendant ce confinement, tant du point de vue de la création que de la diffusion
et de la médiation. Et je glisse rapidement, je trouve que c'est important aussi d'avoir la parole d'une étudiante qui sont donc les futurs professionnels et qui ont aussi dû faire avec la classe virtuelle, les évaluations à distance. Et je pense que forcément, c'est une génération de diplômés qui va être très imbibée de tout ça. Ça, c'était une petite parenthèse. Et donc, pour revenir à ce projet, on a vu, comme tous, beaucoup de choses fleurir spontanément, des productions et professionnelles et amateurs sur ces réseaux et cet espace numérique qui, le temps du confinement, était notre espace privilégié de lien. Donc, observer tout ça avec les équipes de professionnels aussi. Les musées, par exemple, ont expérimenté beaucoup de choses. Ils étaient déjà un peu dans cette voie-là, donc, et ça s'est encore renforcé. Donc, observer tout ça, prendre un peu de recul sur cette période avec des professionnels et des artistes qui l'ont vécu. Et puis prendre ce temps du coup de réflexion, ce que je disais au tout départ, c'est un peu une grande expérimentation collective. Il faut prendre le temps de l'observer, de l'analyser et d'en tirer le meilleur qu'on puisse en tirer. Et aussi de poser par rapport à la question qui a été posée, de poser aussi les points de vigilance par rapport au numérique, notamment, par rapport à une forme de réorganisation du travail. Voilà. Donc, je pense qu'on était un peu tous dans une machine à laver et qu'il faut ce temps de co-construction et de co-réflexion. Et nous, c'est ce qu'on propose, voilà, en faisant toujours travailler, comme on le fait, des chercheurs et des professionnels ensemble pour analyser un peu tout ça. Merci beaucoup, Alicia. J'imagine qu'à la rentrée en septembre et puis même début 2021, des nouveaux sujets de recherche et de développement, de recherche-action vont faire jour par rapport au recul qu'on aura, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle d'un endroit, on est au mois de juillet, on n'aurait pas eu la même parole il y a 3 mois, parce qu'on n'était pas dans les mêmes situations, et dans 3 mois, on n'aura encore pas la même parole, et je pense que d'autres sujets émergeront au fur et à mesure. Oui, tout à fait. Là, c'est encore un peu frais. Voilà, on n'a pas encore tous la prise de distance, mais c'est un temps aussi qu'il faut travailler et construire collectivement. Parce on va tous prendre un peu de distance avec le temps, mais c'est vraiment collectivement, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça, qu'est-ce que ça réinterroge. Ouais, ce mot du collectif, il est vraiment important. Marika Oui, par rapport à cette expérimentation collective ou artistique. Par rapport à cette expérimentation globale et collective, nous, dans la compagnie, on travaille très en lien avec des chercheurs du CNRS de Toulouse. Et on avait un projet au mois d'avril, c'était de travailler avec un chercheur sur le plateau, donc du CNRS, autour du mouvement de foule. La création en fait, l'idée, c'était de mettre en scène les élèves de l'école de cirque de Bordeaux et ce chercheur du CNRS qui s'interroge avec ces petits poissons robots au mouvement de foule. Et donc, le fait de vivre cette expérience globale et collective a vraiment nourri nos recherches et ça a donné une toute nouvelle dimension au projet. Donc, je veux dire, toutes ces contraintes, toute cette incertitude qui est paralysante, qui peut faire peur et peut être aussi source de créativité, d'innovation et d'expérimentation. C'est important. Et de toute façon, j'ai la sensation que de ma fenêtre d'artiste, cette incertitude, elle est quasi permanente. Je pense que c'est un métier de passion, c'est une nécessité, et que ce virus n'est juste que va permettre aussi de nourrir, peut permettre de nourrir la vie artistique de chacun. Voilà. Cet enjeu de la réflexivité, de la plasticité, comment est-ce qu'on s'adapte, et encore une fois, des métiers artistiques et de la culture qui ont un temps d'avance finalement, pour reprendre les mots de Menger sur ces questions-là. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette seconde question. On peut donner la parole au public complice. Je crois que Odile a réclamé la parole. Marc, il ne faut pas que vous vous accapariez la parole. Je rigole.
Oui, c'est pour nous pouvoir dire par rapport au département, donc à un autre endroit, comment on a suivi cette situation inédite pour pouvoir accompagner les associations sur plusieurs aspects. Quand même, c'est important de signaler qu'au département, les subventions ont été maintenues, quelle que soit l'activité ou non-activité, annulation ou report des événements, les subventions ont été votées et maintenues. Et par ailleurs, qu'il y a eu effectivement une aide exceptionnelle qui est en cours et qui voilà, va aller jusqu'à la fin de l'année. Et que pas mal d'associations culturelles, quelle que soit la discipline artistique, parce que ça c'est important aussi de le signaler, vu la réaction de Pierre Plancheneau, effectivement, c'est de dire que là on parle beaucoup du spectacle vivant, les arts visuels sont effectivement aussi largement impactés, d'une autre façon, mais ils sont largement impactés. Donc au département, ce qu'il y a aussi à signaler, ces instructions exceptionnelles et ce suivi, en plus de ça, a été mis en place par l'IFED, dont tu parlais tout à l'heure, Gwenaëlle, DLA Gironde, un accompagnement exceptionnel par rapport à la situation qui s'est mis en place rapidement en lien avec plusieurs partenaires, dont le département de la Gironde et la direction de la culture et de la citoyenneté en particulier, pour accompagner une petite dizaine d'associations dans la situation de cette crise qui était, oui, il y a beaucoup de réactivité au niveau des collectivités, beaucoup de choses qui sont mises en place, tellement de choses aussi que pour certaines, ce n'était pas si évident que ça de s'en saisir et de remplir cette multitude de dossiers et de remplir aussi des plans de trésorerie. D'ailleurs, pour certaines, elles ne pouvaient pas y répondre tout de suite parce qu'elles n'avaient pas une visibilité sur les mois à venir. Et donc de faire un accompagnement spécifique à ce sujet et au-delà de l'accompagnement individuel des structures, dans ce groupe d'associations qui assemble des associations du spectacle vivant, 3 associations des arts visuels de la Fabrique Paula, enfin bon voilà, c'est assez divers et varié. C'était aussi de réfléchir à des formes de solidarité interassociative. Qu'est-ce qu'on peut inventer, imaginer et mettre en place? Donc ça, on aura un petit peu une restitution plutôt au niveau de la fin de l'année de ce DLA spécifique. Et puis aussi un autre DLA qui a été mis en place sur le territoire du Médoc, plus spécifiquement là aussi, pour réfléchir entre associations, pas que du secteur culturel, mais sur un même territoire, qu'est-ce qui peut créer de la solidarité entre nous, qu'est-ce qu'on peut inventer, imaginer, toujours aussi dans ces mêmes idées de préparer demain ou de continuer à avancer, quelle que soit la situation. Voilà. Et une dernière chose, c'est sur il y a le DLA, l'IFED, DLA Gironde. Il faut aussi signaler qu'il y a d'autres outils qui ont été mis en place par d'autres partenaires comme France Active Aquitaine. C'est important de le signaler, avec des prêts qui ont été mis dans cette période-là à taux zéro pour pouvoir aussi accompagner, dont un qui est intéressant et actionnable jusqu'en septembre 2020. Et une dernière chose aussi à signaler, je trouve que c'est important, c'est le GIP Café Culture, je trouve que c'est pas mal de le dire, qui est donc une possibilité pour bars, restaurants, cafés de pouvoir adhérer au GIP Café Culture avec une prise en charge d'un montant du salaire qui est versé aux artistes, et que cette prise en charge a augmenté largement jusqu'à la fin de l'année 2020. C'est des petites choses, mais comme il y a beaucoup de petites formes qui émergent aussi de ce côté-là, c'est important de le signaler. Voilà. Merci beaucoup. C'est ces petits cailloux qui font chemin, au final. Parmi ces différentes plateformes aussi de ressources, il y a eu le ministère de la Culture, il y a eu là qui a fait une très belle recension sur les différentes mesures. Marie-Lise, tu pourras en parler. Moi, il y en a une qui a attiré mon attention dernièrement, parce qu'il y avait le mot mutualisation dedans. C'était le centre d'assistance mutualisée Arts & Culture qui a été mis en place par l'UFIS, qui est administré par l'OPAL. Je trouve que c'est une très belle plateforme. On peut y trouver une espèce de fact, mais un peu plus précise, un peu plus concrète sur les associations sont-elles éligibles à l'activité partielle, ou encore puis-je de façon temporaire mettre à disposition d'une autre entreprise un de mes salariés volontaires pour y travailler. On a vu aussi des groupements d'employeurs naître pendant cette période de confinement. Donc c'était une ressource que je voulais indiquer par rapport à ça. Marie-Lise, et ensuite Marc, je te donne la parole. Merci.
Oui, bonjour. Oui, je voulais effectivement parler du rôle de l'agence à ce moment-là et de la manière dont elle a tenté d'y répondre, dont on a tenté d'y répondre. Alors, moi, à ce moment-là, je n'avais pas encore complètement intégré l'agence et j'avais encore un pied dans mon métier d'avant et j'étais à ce moment-là intermittent du spectacle. Donc, je parlais un peu des deux côtés et de la manière dont... des conséquences de tout ça. Je pense que, bon, effectivement, on l'a dit, il y a eu une vraie panique aussi, que ce soit du côté salarié, des intermittents du spectacle, pour le secteur de l'art visuel, pour les employeurs. Et dans toute cette nébuleuse-là, je pense qu'il y a eu un vrai besoin de trouver l'information claire, fiable et centralisée. Parce qu'il y avait beaucoup d'informations, pas toujours lisibles, on parlait des décrets qui n'étaient pas toujours lisibles, des dispositifs dont on ne savait pas bien qui était éligible, qui avait le droit, voilà, sur l'intermittence, le flou total aussi. Et je pense que l'agence a tenté d'y répondre à cet endroit-là, en créant dans un premier temps des webinaires qui sont encore en ligne, même si bon, c'était des photos à un moment donné, donc évidemment les informations bougent, mais des webinaires qui sont encore en ligne, en invitant des experts pour parler spécifiquement que de l'intermittence et s'adresser aux intermittents, pour parler aux employeurs des différents dispositifs qui existaient, avec le réseau Astre sur les arts visuels, et je crois que c'était vraiment l'idée de s'adresser directement à des acteurs particuliers sur des questions précises et à prendre les questions en cours de route et à essayer d'y répondre. Il y a une veille sur le site internet qui continue avec tous les dispositifs, toutes les mesures, et on continue d'y répondre grâce à une adresse mail qui s'appelle « J'ai une question ». Il ne faut pas hésiter. Alors, évidemment, l'agence n'est pas l'agence qui crée les solutions, mais en tout cas qui peut les recenser et qui peut les clarifier et aider à comprendre quand on se perd un peu dans une multitude de dispositifs. Et voilà, je voulais juste dire ça. Merci beaucoup, Marie-Lise. À l'adresse « J'ai une question », on vous répond avec « J'ai une réponse ». Donc, hâte l'agence là. Bon. C'est une petite blague. Avant de passer la parole à Marc, n'hésitez pas à poser vos questions en ligne ou encore à partager vos réflexions comme a pu le faire Pierre tout à l'heure. Marc, je te donne la parole. Oui, je voulais revenir sur cette question de la transition digitale. Effectivement, la crise, je trouve, a été un accélérateur de cette transition digitale, alors parfois de manière un peu désordonnée, parfois vraiment un rôle d'accélérateur, mais ça a été aussi le révélateur de l'importance de la relation humaine réelle. Et du coup, ça la valorise quelque part davantage. Et c'est pour ça que j'ai moins d'inquiétude sur le retour aussi du public dans les salles et l'envie qu'auront les personnes à retrouver aussi cette relation physique réelle et pas qu'être que dans le numérique. Et à ce titre-là, en sortie de confinement, au niveau de l'AFDAS, on a confié à Harris Interactive une enquête auprès de 4000 citoyens pour savoir quelles seront leurs habitudes de consommation en tout genre, mais notamment au regard des pratiques sportives et des pratiques culturelles. Et on voyait bien qu'il y avait une très forte attente, à plus de 90% des personnes sur le plan culturel, de retourner dans les salles, de retourner voir des spectacles, et que ça avait renforcé cette envie-là. Alors bien sûr, sous conditions sanitaires, etc. Donc il y avait cette inquiétude qui primait, mais derrière, on voyait cette envie très forte de repartir vers une relation. Et donc c'est pour ça que les questions de médiation et de création de spectacles vivants peuvent peut-être être optimistes à cet égard-là. Et voilà, et on refera cette enquête régulièrement pour savoir si cette situation évolue, puisque là on l'avait fait très proche de la sortie de confinement. Avec ces indicateurs publics sont très intéressants. Au moment de la réouverture des salles de cinéma, je crois que plus de 60% des Français se disaient prêts à retourner en salle. Là, les premiers chiffres sont sortis, j'ai pas eu le temps de les lire, mais c'est vrai que ça sera important de regarder, voir comment le public retourne dans les salles de cinéma, retourne dans les salles de concert, retourne dans les salles de spectacle, et qu'est-ce qui se crée finalement à ce moment-là. Fabienne, tu voulais prendre la parole ? Xavier, Xavier, tu es derrière le poteau, je suis désolé. Alors Xavier, ensuite Fabienne. Bonjour à tous et à toutes, Xavier Costemal, je suis responsable de l'équipe spectacle Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Je voudrais intervenir sur 3 éléments. Le premier, évoquer quelques éléments chiffrés, ensuite parler effectivement de des mutations et des évolutions liées au numérique. Ah, c'est bon ?
j'ai le droit à un traitement de faveur, ou je sais pas, ou de défaveur, j'en sais rien. Et ensuite évoquer vraiment très rapidement l'intermittence. Le premier élément, et je vais faire un préambule dessus, en ce qui concerne les éléments chiffrés, je voudrais évoquer un petit peu ce qu'on peut voir par rapport à la demande d'emploi, l'impact de la crise sanitaire sur la DEFM, demande d'emploi fin de mois. Mais je voudrais dire deux choses dessus. La première, c'est que c'est bien évidemment des éléments qu'il faut prendre avec précaution. L'impact du Covid, on va le voir sur... on commence à voir 2-3 petites choses, mais ça va se faire sur les mois à venir aussi. Et donc, il faut éviter de tirer des conclusions trop hâtives sur ce qu'on peut voir aujourd'hui en termes d'évolution sur la demande d'emploi. Le deuxième, c'est que ce que je vais dire concerne les gens qui sont inscrits à Pôle emploi sur les métiers culturels, spectacles, et non pas uniquement les intermittents. Je ne voudrais pas qu'on les oublie, ceux qui ne sont pas intermittents. Deux éléments, une fois ce préambule terminé, deux éléments. La première, c'est que déjà depuis le début de l'année, il y avait une évolution à la hausse de la DEFM sur ces métiers-là. Alors c'était de l'ordre de 2-3 points, ce qui est jamais positif, mais qui n'était pas quelque chose de trop important. Mais par contre, quand on le compare avec les autres secteurs, où il y avait une évolution à la baisse de l'ordre de 4-5 points, on peut déjà commencer à se dire qu'il y avait une évolution qui était loin d'être positive. Deuxième élément, on a vu effectivement quand même, mais là encore une évolution qui n'était pas drastique, une évolution des inscriptions sur avril. Bon, il y a eu quand même sur ces métiers-là, sur ces ROM-là, une augmentation des inscriptions de l'ordre de 1 point, 1,5. Mais c'est pas là où il y a finalement où il y a eu une évolution le plus marquant, parce que globalement les gens qui sont sur ces métiers-là sont déjà souvent inscrits, sont soit des gens qui bénéficient de l'intermittence, soit qui sont inscrits déjà à Pôle emploi, qui ont de l'activité réduite. Et c'est sur cette activité réduite qu'il y a eu une évolution là par contre très très marquante. Globalement, sur ces métiers-là, vous avez 60-65% des demandeurs d'emploi qui sont inscrits qui bénéficient d'une activité réduite. Il faut savoir que sur les autres secteurs, on est plutôt dans l'ordre de 35-40%. Avec la crise sanitaire qui est passée par là, on a vu une chute très très importante de l'activité réduite, bien plus importante sur les gens inscrits dans ce milieu-là, puisqu'en gros, on a eu une chute de 60-65% on est passé à 30-35% de gens qui avaient conservé une activité réduite sur la période. Et on s'aperçoit que sur les autres secteurs, s'il y a eu une baisse, elle était bien moins forte. En gros, il y a 5-10 points qui ont été perdus. Donc, globalement, on voit que l'activité dans ces métiers-là, l'activité réduite de ces métiers-là, elle n'a pas tenu le choc face à je pense que c'est la nature de l'activité qui fait que ça a été compliqué de le maintenir sur des périodes de confinement, sur des périodes de crise sanitaire, où les autres secteurs ont diminué, mais globalement ont réussi à se maintenir. Donc c'est vrai que ça pose la question de la mutation des métiers et de comment on les envisage pour les périodes futures, sachant qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc ça rejoint ce que certains interlocuteurs disaient au préalable. Par rapport à la mutation numérique, globalement, ça fait plusieurs années que Pôle emploi s'est lancé dans une mutation, dans des évolutions liées au numérique. Alors ça s'est peut-être fait parfois à marche forcée, vu de l'extérieur, même de l'interne d'ailleurs, des fois, parfois. Mais globalement, grâce à ça, on a pu quand même maintenir une bonne partie de notre activité. Les entretiens se font en visio, les recrutements se font sur des salons en ligne, il y a l'Emploi Store qui permet de fournir des outils par rapport à l'accompagnement par le biais de Serious Game, de MOOC, etc. Mais par contre, je pense qu'au bout du bout, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça fait en sorte qu'une bonne partie de notre population et de nos demandeurs d'emploi ont pu continuer à avoir une offre de services délivrée. Mais je rejoins Marc, il ne faut pas oublier les réseaux physiques, parce qu'il reste des gens éloignés, il reste des gens qui sont plus en difficulté. Et finalement, la difficulté qu'on a pu avoir, ce n'était pas tellement de délivrer l'offre de service classique, c'était plutôt comment on s'organise pour faire en sorte que les plus éloignés et ceux qui sont les plus en difficulté, qui pour des raisons X ou Y, que ce soit parce qu'ils n'aient pas le matériel, parce qu'ils n'ont pas les connaissances, peuvent pas utiliser ces nouveaux canaux. Donc cela, en fait, c'est comment on continue à s'organiser pour pouvoir continuer à les recevoir en physique, etc. Parce que je crois qu'effectivement, c'est important d'arriver à conserver ces liens-là quand il y a besoin et quand les gens ils ont ce besoin-là. Troisièmement, sur l'intermittence, alors comme tout le monde, on aimerait bien que les décrets sortent plus rapidement.
on aimerait bien, alors non seulement qu'ils sortent, mais qu'en plus leur interprétation et l'esprit du décret soient explicités plus rapidement par nos dirigeants. Donc on aimerait bien tout ça. Après, j'ai envie de dire, je le vois de façon un peu plus nuancée. Il y a un point négatif, c'est que le décret aujourd'hui n'est toujours pas sorti. Le point positif, c'est que par contre les dates anniversaires et les droits ont déjà été décalés. Donc il y a quand même eu un effort, on ne peut pas le nier. Voilà, il y a quand même eu un effort pour faire en sorte que ça se passe, non pas le plus facilement possible, je ne suis pas fou, ça n'a pas été facile la période, j'en ai conscience, mais en tout cas le moins difficilement possible, parce que même en l'absence de décret, on nous a quand même donné la consigne de décaler déjà les dates, ce qui à ma connaissance est quand même unique. Alors après, on aurait préféré que ça se fasse différemment, que le décret sorte, qu'on puisse communiquer, etc. Mais bon, c'est ce qu'il est. J'imagine que c'est compliqué. Je ne suis pas en conseil des ministres, pas encore. Donc j'imagine que c'est un petit peu difficile, c'est compliqué ces choses-là. Mais au moins, c'est vrai qu'il y a eu cet effort-là de dire, bon, le décret n'est pas sorti, c'est pas grave. Pôle emploi, mettez-vous en ordre de marche, décalez les dates anniversaires et les droits. Ça permet quand même de passer l'été un peu plus facilement. Mais cela dit, je rejoins, je ne sais plus qui le disait, ça pose des questions de toute façon après sur la reprise. C'est est-ce que quand elle va se faire, comment, quelle forme donc là, jusqu'à 31 août 2021, d'accord, les droits sont décalés. Encore une fois, ne pas oublier les non-intermittents, qui eux le prennent de plein de fouet. Mais ça n'empêche que il faut quand même se poser des questions sur comment le secteur envisage son activité pour faire en sorte que ça soit... L'impact, il existera toujours si jamais on connaît à nouveau des crises de ce type-là, plus fortes, moins fortes, j'en sais rien, je ne suis pas devin. Mais en tout cas, comment on fait pour que nos activités soient moins impactées par tout ça. Voilà, qu'on puisse conserver quand même des activités socles qui continuent à tourner. Merci beaucoup Xavier. Fabienne, une réaction rapide pour qu'on bascule sur le troisième temps. Oui, je vais être rapide. D'abord, désolée d'avoir oublié... Ça ne marche pas, je crois. Désolée, parce que quand on a fait pendant le confinement toutes nos lettres aux députés, aux sénateurs de Gironde, etc., on n'oubliait absolument jamais les contrats courts qui sont liés au spectacle et à la culture, et notamment aussi aux artistes et photographes. Et donc, désolée, je les ai oubliés tout à l'heure. Ensuite, je voulais vraiment saluer Pôle emploi spectacle, parce que je pense qu'on le fait rarement, mais en tout cas, en particulier dans la période de confinement, et en particulier en ce moment, chaque fois qu'on leur pose une question, les réponses sont toujours prudentes, et on sent toujours qu'ils sont avec nous. Ça vraiment, à chaque fois, j'essaye de le dire, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que réellement, c'est des interlocuteurs de très grande qualité qu'on a à l'autre bout du fil. Et donc, juste pour répondre à la question, nous, ce qu'on a essayé de faire très rapidement, c'est se regrouper, mais ça rejoint tout ce que vous avez déjà dit, c'est-à-dire adhérer à des syndicats. On se pose la question là, mais tranquillement, on y réfléchit, d'adhérer à un syndicat d'employeurs. Alors lequel, on va voir, mais on a une petite idée. Et puis moi, par exemple, j'ai adhéré au bout d'un mois à peu près, à l'APAS, qui regroupe les administrateurs du spectacle. Et ça a été fondamental parce que enfin, je me suis retrouvée devant des ressources et des réponses où j'avais l'impression de ne pas être la seule à rien comprendre. Et aussi, j'ai essayé d'adhérer, de participer à C'est un autre métier, qui sont des gens vraiment avec des ressources très très fiables. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et effectivement, les organismes professionnels, les corps intermédiaires ont joué à plein leur rôle pendant cette crise, notamment la COFA, coordination des fédérations des associations de culture et de communication, dont je voulais citer la présidente Marie-Claire Martel, qui, lors d'un entretien le 15 avril, déclarait « Il est temps d'orienter les politiques publiques non pas seulement vers les bâtiments, les institutions, mais dans le réseau humain, dans le réseau citoyen, qui fait vivre la culture au quotidien partout sur le territoire. Un réseau ancré localement et qui pourra aller puiser dans les ressources mises à disposition par les institutions publiques pour mener leurs propres projets. » J'imagine que ces paroles font résonance chez vous. Comment est-ce qu'au niveau de Co, quelles seraient les innovations à mettre en place sur les jours, les mois et les années à venir ?
c'est ambitieux, mais je vais répondre au niveau de l'expérimentation, effectivement, de Co. Donc, parler d'abord d'un dispositif qui était déjà existant, mais qu'on a relancé là pendant la période de confinement, qui s'appelle le transfert de savoir-faire, qui est une mesure mise en place dans le cadre du contrat de filière musiques actuelles et variétés au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, comme son nom l'indique, c'est un transfert de savoir-faire entre structures, entre deux structures, qui permet en fait d'accompagner les structures dans les mutations qu'elles rencontrent, de développer des compétences et de favoriser la coopération entre structures. C'est un dispositif qui est piloté par Co et qui existe depuis 2015, si je ne me trompe pas. Et donc là, qu'on a relancé pour un an, en ajoutant une thématique autour de la reprise post-déconfinement et la réouverture des lieux avec l'application des mesures sanitaires liées au Covid. Et donc c'est vraiment un dispositif qui est très plébiscité par les structures des musiques actuelles au niveau régional, parce que il accompagne en fait concrètement et il répond à des enjeux précis et des problématiques spécifiques et favorise l'échange vraiment et les partenariats et une montée en compétences générales du secteur. Donc c'est un dispositif on aimerait bien l'étendre à toutes les filières et toutes les disciplines parce qu'il semble très pertinent et notamment actuellement. Et autre chose qu'on a mis en place en partenariat avec le département, donc j'en parlais tout à l'heure, département de la Gironde, dans le cadre du schéma départemental des pratiques artistiques et culturelles. Et c'est une étude d'opportunité sur les cadres d'emploi et la structuration générale des écoles de musique qui a été lancée avant, bien sûr, cette période de pandémie, mais qu'on a réajusté parce que voilà, au niveau des besoins des écoles de musique et qui permet de recenser tous les besoins en matière d'emploi, de structuration générale et notamment dans ce contexte et d'envisager avec tous les acteurs du territoire en fait des pistes d'amélioration et de se projeter ensemble à long terme sur une réflexion commune qui est quelle école de musique pour demain. Voilà, donc là c'est les deux chantiers qu'on a mis en place récemment. Merci beaucoup Chloé, peut-être Sophie tu pourras en dire un mot. Le TSF, c'est une question de finalement circulation des savoirs, alors là formalisée mais qui peut se mettre en place d'une manière tout à fait informelle et j'imagine que à l'université Bordeaux-Montaigne, cette circulation des savoirs est repensée à l'aube de cette crise. Donc qu'est-ce que ça change et finalement quelles innovations au niveau de UBIC, de l'université pour les mois et les années à venir? Alors, si on parle d'abord sur le volet recherche, on va dire, nous, ça nous incite toujours à poursuivre la dynamique dans laquelle on est déjà engagé depuis 5 ans, qui est vraiment de décloisonner davantage la recherche et l'université pour développer les coopérations avec des professionnels de terrain, des citoyens, des usagers. Donc, ça, c'est vraiment notre credo qui s'inscrit dans le champ de ce qu'on peut appeler la valorisation de la recherche et comment est-ce qu'on apprend les uns des autres et on partage nos expertises d'où on est. Donc ça, c'est plutôt, ça renforce cette idée-là. Si on parle sur le volet plus enseignement, forcément, comme le disait Marc, c'est une période qui pour tout le monde a accéléré cette question du numérique et des possibilités que ça offre. Donc il est fort probable que dans l'avenir, la question de l'enseignement à distance, mais bien choisi, c'est-à-dire plutôt pour des cours en amphi, avec un apprentissage assez descendant. C'est vrai que la classe virtuelle peut offrir des possibilités. Et surtout, ce qui est important, et moi c'est là-dessus aussi que j'ai envie d'insister, c'est sur cette question du numérique, c'est vraiment comment on s'en empare, comment
on en tire le meilleur. Alors pour l'enseignement, c'est pas uniquement un outil, des tuyaux à utiliser, mais comment ça vient réinterroger des pratiques pédagogiques, comment ça vient voilà, redistribuer la parole, l'échange de savoir. J'entendais des collègues de l'agence là par rapport au webinaire faire le constat, par exemple, qui me semble très intéressant, qu'il y avait beaucoup de paroles finalement libérées, des questions qui s'énonçaient, des questions qui pouvaient se poser, comme si finalement peut-être derrière un écran il était plus facile de prendre la parole que là par exemple avec un micro et dans une salle comme on a l'habitude de le faire. Donc ça c'est des choses qui sont intéressantes à prendre en compte, et surtout l'enjeu je pense qu'il est aujourd'hui de ne pas opposer ce qui serait de l'ordre d'une réalité virtuelle, numérique, distancielle à une réalité physique, matérielle et tangible, mais bien et ça c'est un gros chantier je pense, de bien travailler la complémentarité, alors que ce soit, je fais les ponts, que ce soit au niveau de l'enseignement, c'est par exemple aussi, mais même au niveau du secteur artistique et culturel, peut-être que c'est redonner en fait aussi toute la valeur au présentiel, qui jusqu'à présent était plutôt par défaut, enfin aller de soi c'était possible, facile, et là finalement ça allait moins, donc redonner, enfin je pense on prend aussi la mesure de la force de ça. Et peut-être, par exemple, pour l'enseignement, je sais que plusieurs envisagent ces temps de présentiel plutôt que de les faire dans des salles de cours, notamment sur les formations, sur l'ingénierie culturelle, renforcer encore la sortie des murs, donc être accueillis dans des structures culturelles, voilà, pour ce présentiel, en fait, vraiment l'optimiser, si je puis dire, et puis en tirer le meilleur. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment ce chantier complémentarité, articulation entre ce qui est possible par le numérique et le distanciel, notamment en termes de médiation artistique. Il y a eu plein de choses, plein de propositions aussi. On parle toujours des publics éloignés, et là finalement des capacités à s'exprimer pendant cette période, à proposer des choses. Donc voilà, je pense cette articulation, il y aura de l'innovation à créer dans cette articulation. Merci beaucoup Laetitia. Je rebondis sur cette question de la présence, redonner de la valeur à la présence et sortir aussi un petit peu des murs. C'est vrai qu'avec le master IPCI, ingénierie en projet culturel et interculturel, voilà, je suis loin de ça apparemment. Avec François Coutier, donc directeur des études, on a mis en place une initiation technique à Gradignan, au Théâtre des 4 Saisons, à la médiathèque de Gradignan en janvier dernier. Effectivement, on a pensé cette sortie des murs et le réinvestissement des étudiants directement dans les structures culturelles et chez les opérateurs, pour qu'il y ait une infusion lente, progressive qui puisse se faire. C'est de ça dont je parlais. Voilà, on est raccord et on n'a même pas travaillé ça ensemble. Christina, Marika, de votre côté, des idées, innovations que vous souhaiteriez mettre en place ou que vous aimeriez bien voir se concrétiser? Oui. Alors peut-être dans un premier temps dire qu'on est inquiet et pas juste à court terme, c'est-à-dire qu'on est inquiet pour aussi la saison suivante, on est inquiet, qu'est-ce qui va se passer après les présidentielles, enfin voilà. Et parce que si les subventions, inquiet sur le niveau de subvention pour nous, pour les lieux de diffusion et qui vont impacter nos tournées. Donc effectivement, on est dans une dynamique où on se dit comment on fait pour se protéger, comment on fait pour survivre. Et je dirais qu'il y a 3 axes sur lesquels on travaille. Le premier, c'est de diversifier nos activités. Donc c'est quelque chose qu'on avait initié avant. C'est-à-dire qu'en plus des créations et des tournées, on est au début d'un projet, un nouveau lieu qui s'appellera certainement l'Ellipse, et qui est un lieu expérimental de cirque qu'on mène avec l'école de cirque de Bordeaux, qui devrait avoir un lieu propre et nouveau, et dans lequel on va pouvoir développer des temps forts propres, des activités de recherche propres, et puis développer aussi tout ce qui est médiation, formation.
pour diminuer nos risques en fait. Il y a également le volet avoir différents types de spectacles, différents types de formes pour pouvoir essayer de réduire nos risques au niveau des tournées. Donc ça c'est le premier volet, diversifier. Le deuxième volet c'est il faut qu'on innove. Voilà, donc on innove au niveau artistique, mais aussi on est dans une dynamique, on essaie de chercher à diminuer nos coûts, notamment au niveau du transport, donc chercher éventuellement des matériaux moins lourds. Voilà, donc toujours on est très optimisé déjà au niveau du transport. Nos structures sont assez impressionnantes et la plupart des gens ont du mal à croire qu'elles rentrent dans des petits vannes avec une petite remorque. Voilà, mais continuer à réfléchir sur le poids. Des matières plus écologiques que le métal parce que c'est quand même polluant. Voilà. Et puis le troisième aspect, c'est la mutualisation. Donc la mutualisation de nos espaces de stockage, la mutualisation de notre atelier, la mutualisation des ressources qu'on a déjà bien entamées avec l'AGEC. Et avec l'école de cirque de Bordeaux. Et puis là, je vais aller un petit peu plus loin, ce qui n'est pas que de notre propre pouvoir, enfin voilà, c'est que nous, on aimerait bien qu'il y ait plus d'initiatives de mutualisation de tournées concertées. Là, je pense qu'il y a des chiffres qui parlent, c'est nous, quand on dépense 100 en masse salariale, on dépense 60 en frais de tournée, frais de transport principalement, peu d'hébergement. Et donc on aimerait bien que ce rapport change. On préférait dépenser 120 en masse salariale et 40 en frais de tournée. Si on arrive à avoir une tournée concertée, je pense que tout le monde va devoir travailler là-dessus. Ce serait bien qu'il y ait un travail national opérationnel. Il y a déjà des secteurs qui travaillent vraiment sur l'optimisation logistique de leur tournée parce qu'on n'est pas les premiers à avoir cette contrainte. Et ça nous permettra de maintenir de l'emploi. En plus, ça a effectivement des bénéfices au niveau du coût, au niveau écologique et au niveau de la fatigue des équipes. Donc voilà. Ce que je peux dire. Merci beaucoup Christina. Avant de passer la parole à Marika, je rebondis sur cette question de mutualisation, puisqu'à l'IDAC, on a mis en place des journées, des ateliers sur la question de la mutualisation. Je crois que tu en as suivi. Donc à la rentrée, il y aura encore 3 ateliers sur la mutualisation de matériel technique, mais aussi de programmation. Alors, programmation artistique et culturelle, on peut peut-être aller un petit peu plus loin que cet intitulé, l'articuler dans la direction que tu mentionnais tout à l'heure. En tout cas, ça sera intéressant de pouvoir en discuter ensemble. Marika ? Oui, donc pour compléter, moi je dirais que ce virus nous a donné aussi l'occasion et la nécessité de prendre le temps. Et dans les vies de compagnie, souvent on court après le temps. Et là, pour une fois, on avait à la fois ce temps de réflexion, il est indispensable et il permet aussi les rencontres avec à la fois des gens dans le domaine, alors nous en ce moment c'est le domaine plutôt scientifique ou sociologique, mais ça peut être aussi l'occasion d'aller à la rencontre d'autres domaines artistiques. Je pense notamment à des performeurs dans les musées, là c'est ce qu'on va vivre cet été, à des rencontres avec des écrivains, des philosophes, enfin voilà, essayer aussi d'aller les uns les autres au travers des disciplines, de partager ensemble des œuvres pluridisciplinaires, quoi, qui se seraient peut-être qui n'existaient peut-être, enfin chez nous pas avant, quoi. Voilà, donc prendre le temps, se rencontrer et continuer à aller en mouvement dehors. Et oui, il y a aussi cette question-là. Je pense que j'ai trouvé super toutes les initiatives de petites formes ou de spectacles donnés tout au long du confinement. Néanmoins, je pense que c'est nécessaire de ne pas perdre de vue les recherches artistiques de chacun. Et je sais que nous, on s'interroge beaucoup à la question sur l'idée de l'espace pour le public. Donc là, par exemple, typiquement cet été, vu qu'on ne pouvait pas mettre un certain nombre de personnes sous le chapiteau de l'école de cirque, la performance va avoir lieu sur la toile, en projection sur la toile du chapiteau, avec des aériens qui seront sur la toile, quoi.
Donc voilà, c'est une manière de pouvoir se dire, on joue devant des centaines de spectateurs, ils seront à bonne distance. En même temps, ça ne se passe plus dans le chapiteau, ça se passe sur les toits du chapiteau. Et pourquoi pas. Et on garde notre ligne aussi. Et en même temps, oui, on est toujours sur des formats comme ça, figuratifs, expressifs, autour de scénographie ou d'espaces expérimentaux. Merci beaucoup, ça fait du bien d'entendre cette créativité, ce souffle que vous perdez pas et qu'il faut continuer à avoir. Avant de donner la parole à Madame, la question du temps était évoquée par Jean-Paul Dubois dernièrement sur France Culture, qui disait que c'était la seule chose en naissant finalement qu'on possédait. Et donc il redisait l'importance de remaîtriser ce temps, d'avoir une mainmise par rapport à ça, et ça rejoignait la belle pensée que tu avais. Alors je donne la parole à Madame et ensuite Laetitia. Alors je veux bien que vous vous présentiez. Bonjour, Anne Reynaud. J'accompagne la production, la diffusion de projets de spectacles vivants. Je travaille en particulier pour la Gironde, pour la compagnie Éclat, de théâtre musical contemporain pour le très très jeune public, les tout petits à partir de 6 mois. Et le tout public. Moi, je voulais rebondir sur cette question du temps, parce que au-delà, et c'est lié pour moi à la question aussi que vous évoquiez de l'incertitude, c'est qu'on s'est retrouvé, on est dans un temps suspendu. Moi, il me semble que ce qu'on vient de traverser là a vraiment encore plus mis en exergue à quel point on était dans des temps très différents, dans des temporalités très différentes, entre les temps administratifs, les temps artistiques, les temps de production, voilà. Et je n'ai pas la réponse, mais moi, ça fait des années et des années que je m'interroge sur la question de la temporalité de nos métiers, de la façon de l'exercer, du rapport à la saison, la saisonnalité, qui finalement, à la fois peut éventuellement permettre de se projeter dans un temps long, mais d'un autre côté enferme aussi, donc finalement peut brider nos spontanéités de rencontres, d'élaboration, de projets. Les artistes, les gens qui les accompagnent, on est tout le temps finalement interrogé quand même à cet endroit-là de la temporalité, et ce qui a des incidences aussi sur effectivement le tissu économique, sur l'emploi, et que peut-être et il y a vraiment, on a souvent l'impression qu'on a des incompatibilités de temporalité, y compris par exemple sur la question des demandes de subventions, de l'annualité, de la difficulté d'être à la fois dans quelque chose de très immédiat, et là en ce moment c'est vraiment particulièrement criant, et d'un autre côté qu'on nous demande parfois de faire des projections à 3 ans, alors que même les gens à qui on s'adresse et qui sont nos partenaires privilégiés, complices, c'est-à-dire les fameux programmatrices, programmateurs, eux-mêmes ne savent pas se projeter sur cette temporalité-là. Et là, vraiment, moi, je trouve que c'est une vraie question à travailler, à débattre, à remettre en question, voire même en essayant de casser les rythmes pour à la fois être, encore une fois, dans la capacité à rencontrer, donc dans une spontanéité, dans une plus grande circulation, une plus grande facilité de rencontre, et à la fois de tenir compte du fait que les artistes sont aux prises avec cette difficulté où il leur faut du temps, il leur faut de la sérénité, de se projeter aussi sur le long terme. Et quand on est sans arrêt remis en question d'année en année, tout le temps, eh ben, c'est épuisant. Et c'est épuisant pour les gens qui les accompagnent. Voilà. Merci beaucoup Anne. Et alors ce que j'ai pas dit, c'est que tout ce qui est dit ici, bien entendu, est collecté, et puis on va le réinterroger, IDAC, département, nos partenaires, pour aussi revoir nos modes d'intervention, revoir nos modes de rapport aux partenaires. Donc cette intervention par rapport à l'espace, par rapport au temps, est bien entendu notée de notre côté. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres... Ouais. Bonjour, Sadia Hadj, je suis directrice d'une association à Saint-Pierre-et-Miquelon.
et du coup dans le domaine social. Et je voulais juste, par rapport à la dernière question, la question des mutations, parler de la question de la solidarité et des porosités. À savoir que la culture est, dans mon parcours professionnel et militant, quelque chose d'important, parce que c'est un outil d'émancipation pour les personnes qui en sont les plus éloignées, et en même temps un laboratoire de recherche et de matière artistique pour les artistes qui viennent nous rencontrer. Donc je voulais parler de cette solidarité, puisque nous, la première question, c'est la culture est frappée de plein fouet, comme pas mal de domaines, bien évidemment, mais la culture reste essentielle, puisque en préambule, on parlait de qu'est-ce qui est essentiel à soi et à la société. La culture en fait partie, on ne l'a pas assez défendue, on n'a peut-être pas été entendu, je ne sais pas comment se placer, mais par contre, on s'est posé la question, nous, associations sociales, qui accompagnons plutôt des victimes qui subissent des violences conjugales et intrafamiliales, comment on continue à travailler cette culture et cette art-thérapie autour de la solidarité. Donc on travaille sur un parcours art, culture et santé sur lequel on a déjà commencé à prendre contact avec des artistes professionnels, parce que pour nous c'était aussi un acte solidaire d'aller chercher les intermittents ou les artistes de plusieurs disciplines. Voilà comment nous, on a contribué à notre petite échelle et qu'on est en train de construire. Mais je voulais aussi apporter ce témoignage parce qu'il est important dans l'espace d'innovation, même si des choses déjà existent entre culture et santé. Il n'en reste pas moins que ces actes solidaires font partie aussi de comment on peut s'engager quand on n'est pas dans de la culture pure. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que ces témoignages feraient écho à ce qui sera dit demain avec Alexandra Martin du pôle culture et santé. Une dernière question, Odile et Laetitia avant peut-être, parce que tu demandes la parole. Oui, j'avais quand même envie d'ajouter, et puis je pense que là, tout ce partage d'expérience en témoigne. Il y a certainement, en effet, on voit qu'il y a eu beaucoup de solidarité, donc je rebondis sur ce terme, dans le secteur, entre professionnels, avec des dispositifs, avec du traitement de l'information. Et quand on parle, vous parliez aussi de la question de la mutualisation, qui est une question assez transverse. Je pense que voilà, sur quelles innovations, je pense qu'il y a matière encore à continuer l'innovation sur cette question de la solidarité. Et je pense que on le ressent tous fortement, c'est-à-dire que sans cette solidarité, les choses vont être encore plus compliquées. Merci beaucoup, Laetitia. Odile, non, pour juste conclure. pour finir, parce qu'effectivement, je pense que les témoignages qui sont là, c'est beaucoup de l'innovation et par rapport à la situation qui est proposée. Et on voit que c'est source aussi de créativité. Ces contraintes finalement énormes sont aussi source de créativité. La seule chose que je me pose, c'est sur la question de la distanciation dite sociale, dite physique, puisque surtout physique, qui correspond à quoi par rapport à ce secteur? C'est-à-dire que là, on le vit et on peut avoir des beaux moments spectaculaires, des belles choses qui émergent par rapport à ça, mais dans le temps, qu'est-ce que cette distanciation physique, quel sens elle va avoir? Moi, ça me manque d'aller voir un spectacle normalement, tout simplement, en tant que citoyenne ou spectatrice. Quand est-ce qu'on va retrouver ça et jusqu'où ça va aller, cette histoire de distanciation physique, parce que moi j'ai entendu des choses même pour la question des répétitions, des spectacles et tout. À un moment, on allait sur des choses qui sont impensables, qui sont paradoxales par rapport à ça, quoi. Donc voilà, c'était juste une dernière... On ne pourra pas y répondre là. Non, je ne sais pas si Summer Camp pourra y répondre, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on va continuer à échanger, bien entendu. Je vous remercie à toutes et à tous dans le public de vous être prêtés au jeu de cette première thématique autour de l'emploi et puis de votre ressenti, des réflexions à partager. Donc la vidéo sera retrouvée sur le site de l'IDAC en intégrale. Des capsules vidéo aussi, je vais vous laisser dans les mains de Dask et Daher qui vont vous poser encore 2-3 questions. Et bien entendu, tout ce qui a été dit, beaucoup de mots, adaptation, mutualisation, articulation, sera à retrouver via la facilitation graphique de Tiana, que j'ai entendu écrire tout au long de l'intervention. Merci beaucoup à toutes et à tous. On se retrouve à 14h pour le second temps du Summer Camp dédié à l'entrepreneuriat culturel. Merci beaucoup, très bonne journée.